Psychologie 34, la notion de réflexe. Deuxième partie. 34, la notion de réflexe 2. Grand 1, généralité. Grand 2, le réflexe et le mouvement. Grand A, origine et mécanisme du mouvement. 1. Explication selon Aristote. 2. Explication selon Galien, 131-200 après Jésus-Christ. Il existe de nombreux manuscrits grecs portés à notre connaissance au Moyen-Âge, en particulier la première traduction latine des vers grecs, portés sur les muscles et les mouvements des muscles de Galien. La première édition imprimée date de 1522. En retrouvant ces écrits, on va pouvoir commencer à réfléchir à un nouveau problème. Grand B, les expérimentations de la connaissance. De nombreux personnages interviennent sur deux aspects majeurs. Le premier, l'introduction d'expérimentation, appelée auparavant expérience, qui n'était que le récit d'une constatation. Les expérimentations. Un peu à la fois, on va bâtir des scénarios que l'on appellera expériences. On ne se contentera pas de constater un certain nombre de choses, mais on va essayer un peu à la fois d'organiser les résultats des expériences. Parallèlement à cela, la connaissance du corps humain sur le plan morphologique va être un élément extrêmement déterminant. Cette connaissance est le fait de l'expérimentation grâce à de nouvelles notions de morphologie et également grâce à la technologie vivisection sur les animaux. L'autre apport majeur de celui des philosophes est la fonction qui va réfléchir au fonctionnement des choses, et en particulier au fonctionnement du corps humain. Le fondateur de l'anatomie descriptive humaine s'appelait André Vézal. Il est né en 1575. André Vézal reste le premier à faire une description systématique de la morphologie du corps humain à partir des dissections de cadavres. À l'époque, l'anatomie n'est pas dissociée de la physiologie du scientifique. Vézal va d'ailleurs prendre le parti d'Aristote en ce qui concerne l'origine des nerfs. Aristote fait partir les nerfs du cœur, alors que Galien les fait partir à partir du cerveau. Il y a deux points obscurs, mais on peut quand même comprendre que les nerfs soient des tubes. En revanche, il distingue, comme Galien, Vézal, des nerfs durs et des nerfs mous. Les nerfs durs étant particulièrement ceux de la motricité, le fait de se déplacer. Les nerfs mous, ceux de la sensibilité, ceux ayant une sensibilité. Grand C, les expériences de Fabrice Girolamo. À peu près à la même époque, un autre personnage va rédiger le premier traité moderne entièrement consacré à la motricité, au mouvement. Il s'agit d'un certain Fabrice Girolamo, originaire d'Italie, 1537-1619. La doctrine de Fabrice Girolamo est, en matière de mouvement, le cerveau est le primum movens. Il va tenter d'expliquer le mécanisme de la contraction musculaire sous l'effet d'un influx nerveux. Il va prendre deux exemples pour tenter de faire comprendre ce mécanisme de contraction musculaire. Pour lui, la propagation de l'influx nerveux dans le muscle est assimilée à l'action d'un aimant. L'aimant attire le fer, et de la même manière, la force motrice est située dans le nerf qui agit sur le muscle. La diffusion à l'ensemble du muscle de la force motrice n'exige pas que le nerf envoie des ramifications à tout le muscle. Il a l'idée de propagation. Fabrice Girolamo. Deuxième chose, pour faire comprendre le phénomène, pour faire passer l'idée de l'influx nerveux qui se propage, il prend l'image de la lumière.
La force motrice se répand dans le muscle comme la lumière. Donc le muscle se contracte, actionné par le cerveau. C'est pour cela qu'il prend l'exemple de l'aimant. L'aimant immobile peut mobiliser le fer. Le cerveau immobile mobilise les bras et les jambes comme un aimant. Cela reprend la conception antique que le mouvement dépend d'un principe moteur immobile. Le principe moteur est immobile. Grand D, les trois facultés. Ce personnage, Girolamo, va reprendre essentiellement les théories de Galien à propos du fonctionnement du corps humain et va être le premier à employer le mot de physiologie. D'après lui, comme pour Galien, il y a trois facultés. La faculté naturelle, la faculté vitale, la faculté animale. 1. La faculté naturelle, qui siège dans le foie. Le moyen d'expression de cette faculté correspond aux esprits entre guillemets vitaux qui se propagent le long des veines. 2. La faculté vitale, qui siège au niveau du cœur. Cette fois-ci, les esprits entre guillemets vitaux vont circuler dans les artères. 3. La faculté animale, entre guillemets, qui siège au niveau du cerveau, et les esprits animaux suivent le trajet des nerfs. Comment s'articulent ces trois facultés qui font fonctionner le corps humain? La faculté naturelle, au niveau du foie, il y a une grande partie des veines qui se rendent au foie et proviennent du tube digestif. La faculté animale, elle réagit les mouvements dits volontaires, avec la volonté. La faculté vitale, entre guillemets, permet d'expliquer les mouvements non volontaires, où la volonté n'intervient pas, c'est-à-dire la respiration, la veille, marcher un peu au radar des fois, et le sommeil, qui prépare au rêve. La faculté vitale, donc, ces mouvements non volontaires ne sont pas figés à la fatigue. La fonction du cœur est de produire de la chaleur et de produire des mouvements. Aristote pense que c'est l'ébullition du sang qui est responsable des pulsations cardiaques. Galien pense au contraire que le cœur possède une faculté propre, la faculté pulsifique, qui se propage aux artères. C'est cette capacité pulsifique qui explique le pouls. Dans cette conception, il est important de noter que la faculté vitale, entre guillemets, cause de la circulation du sang et les esprits, entre guillemets, animaux, sont deux choses distinctes. Il conclut que les esprits sont des intermédiaires entre l'âme et le corps, pour lui. Dans une tradition plutôt de corps subtil, esprit, âme, corps. Il faut faire la distinction entre la motricité, le fait de se déplacer, de se mouvoir, et la sensibilité des organes qui ont une sensibilité. Les nerfs des mouvements sont différents de ceux de la sensibilité. En effet, chez certains malades, on peut observer une paralysie des mouvements avec la persistance de la sensibilité. Il y a certaines règles qui permettent d'expliquer les différents mécanismes du mouvement involontaire. On dit que le mouvement est d'autant plus autonome, d'autant plus automatique qu'il est lié par le principe du plaisir ou de la douleur. Autrement dit, il y aurait là deux tendances responsables des mouvements autonomes. À cette époque charnière, entre le XVIe siècle, donc, où la pensée entre autres règne entre guillemets de Montaigne, avec le stoïcisme, peut-on mépriser la douleur entre autres, et le XVIIe siècle,